Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du mardi 11 mars. Aujourd'hui, les marchés boursiers plantent. Doug Ford pourrait aller jusqu'à couper l'électricité aux Américains. Les Canadiens, selon un sondage, sont anxieux et en colère. La rougeole, la vaccination qui serait à la baisse. Et une ado qui obtient la note de 0 pour un travail, ses parents qui décident de poursuivre l'enseignante. Donc, l'Ukraine et la Russie se sont livrés dans les derniers jours, dans les dernières heures, à des opérations militaires tout juste avant de discuter vraiment d'un cessez-le-feu. Le président Zelensky cherche à renouer les liens avec les États-Unis. Il s'excuse, il dit merci pour l'aide, puis s'excuse pour le dérapage, l'embuscade dont il a été victime, on va se dire ça franchement, lors de cette réunion dans le bureau ovale avec Trump et le vice-président Vance. Pourquoi il s'excuse? Pourquoi il veut repartir sur de nouvelles bases? Ben parce qu'il a besoin d'armes, il a besoin de renseignements de la part des Américains. Alors, discussion aujourd'hui en Arabie Saoudite avec Zelensky en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Dans les dernières heures, Moscou affirme avoir été victime d'une attaque massive de drones ukrainiens. On parle de 337 drones qui ont été interceptés, une centaine dans la région de Moscou. Et Zelensky dit, ce que je vous propose, c'est une première étape facile, donc un cessez-le-feu pour ce qui est des opérations aériennes et les opérations navales, ce qui est relativement facile à faire et surtout à surveiller. Une première étape qui pourrait conduire vers la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une autre journée dans la vie du roi Donald. Les marchés qui effacent les gains et qui terminent en baisse. Est-ce qu'une récession est en vue? Trump ne veut pas se prononcer. Doug Ford, capitaine Canada, pourrait couper l'électricité aux Américains. Et puis Tesla, le réseau X et les fusées, une très mauvaise journée pour Elon Musk. On va regarder les marchés boursiers. Ben, essentiellement, hier, c'est la pire journée depuis le début de l'année. Une incertitude sur les tarifs, les droits de douane, mais aussi sur le fait que Trump n'est pas capable de répondre à une question relativement simple. Est-ce qu'on se dirige vers une récession? Il dit, j'aime pas prédire les choses, je regarde pas vraiment le marché boursier, je peux pas répondre à votre question. Alors, si vous combinez à la fois les tarifs et le spectre d'une récession, ben, ça rend les investisseurs nerveux. Si on veut être très juste, l'année 2024 a été une année payante pour les portefeuilles. Les titres ont pris de la valeur, notamment dans le secteur de la technologie, donc l'automne et la fin de 2024. Est-ce qu'on assiste à une correction? Probablement, mais amplifiée par les tarifs, parce que sa magnificence change d'idée régulièrement, selon son humeur. Je parlais l'autre jour, il est un peu comme un adolescent au niveau des émotions qui est en crise. Quelqu'un le pique, il réagit, alors il décide d'imposer des tarifs, devance, fait peut-être une approche plus douce avec le Mexique, se montre plus dur avec le Canada. Alors quand vous êtes un investisseur, vous dites, mais il s'en va dans quelle direction? Est-ce que je serai affecté? Mon portefeuille va être touché par ces décisions. D'ailleurs, en Asie, je parle de la Corée du Sud, de Taïwan et du Japon, on note aussi des marchés qui sont à la baisse aujourd'hui pour lancer les premières activités. Et puis, c'est demain que la Banque du Canada va se prononcer pour ce qui est des taux d'intérêt. Les experts prévoient qu'il y aura une nouvelle baisse, donc probablement autour de 3 %, parce qu'on pense d'abord que l'économie va bien. Ça, on ne le dit pas assez souvent, là. Si on se retrouve avec autant d'incertitudes puis de crainte de perte d'emploi, on regarde en direction de Trump, dont le mot tarif est un des seuls mots qu'il maîtrise dans le vocabulaire et qu'il apprécie. S'il n'y a pas cette menace, l'économie canadienne va bien, c'est-à-dire que l'inflation est relativement sous contrôle. Le chômage, là aussi, on le voit en tout cas au Québec, les données sont positives. Faudrait peut-être investir davantage, être plus productif. S'il n'y avait pas eu cette bombe lancée par Trump, on ne serait pas dans cet état un peu d'anxiété. Alors, la Banque du Canada va vouloir soutenir les entreprises, éviter une récession, et c'est pour ça qu'on pense que les taux d'intérêt pourraient baisser encore un peu. Capitaine Canada, Doug Ford, est celui qui frappe le plus fort sur les États-Unis.
Il a mis à exécution sa menace d'imposer une surtaxe de 25 %, peu importe là, si les tarifs canadiens ont été placés sur la tablette pour quelques semaines. Il dit, ah, n'est pas question, moi je ne change pas de stratégie. 25 % sur les exportations d'électricité qui alimentent 1,5 million de foyers et d'entreprises au Michigan, à New York et au Minnesota. Puis il dit plus que ça. Si Trump s'entête, je vais fermer le robinet, je vais couper l'électricité. Ça devrait rapporter à l'Ontario 400 000 $ par jour, l'argent qui sera redistribué aux entreprises qui, malheureusement, sont affectées par ces tarifs. On peut penser à tout le secteur de l'aluminium, de l'acier, peut-être même de l'industrie automobile. Et vous aurez deviné que Donald a réagi aux propos de Doug Ford sur son propre réseau social. Il a dit « L'Ontario vient d'annoncer une surtaxe de 25 % sur l'électricité. Ils n'ont pas le droit de faire ça. » Il est extraordinaire. Tu sais, quand tu vis dans ta bulle et que tu te crois, lui, il peut faire tout ce qu'il veut, imposer des tarifs à tout le monde de 20, 250 %. Il n'y a rien là, mais vous n'avez pas le droit au Canada de répliquer et de faire la même chose. Alors, il ajoute que les tarifs sont donc réciproques et que le Canada va voir ça pas plus tard que le 2 avril. Et il répète son mantra, nous n'avons pas besoin de vos voitures, nous n'avons pas besoin de votre bois, nous n'avons pas besoin de votre énergie. Et très bientôt, vous allez le découvrir. Alors, on sent un peu le ton et la menace. Pour ce qui est du Québec, M. Legault a dit, écoutez, on n'est pas comme en Ontario. Les gros contrats avec les Américains n'entrent pas en vigueur avant 2026, vraiment. Il n'y a pas, je dirais, de facture qu'on peut majorer. Il n'y a pas de vente substantielle pour ce qui est des Américains. Puis j'ajoute aussi le phénomène des œufs. Parce que le Journal de Montréal nous dit qu'il y a une espèce de trafic, entre guillemets, à la frontière. Aux États-Unis, ça fait déjà quelques semaines que le prix des œufs est à la hausse. On parle facilement, en dollars canadiens, de pas loin de 14 $ pour une douzaine d'œufs. Et là, on voit des gens qui traversent la frontière puis qui viennent acheter les œufs. Comment expliquer la hausse? Ben, c'est sûr qu'il y a eu le phénomène de la grippe aviaire, mais le département de la justice a déclenché une enquête pour se demander, coudonc, il n'y a pas une collusion entre les gros joueurs, est-ce qu'il n'y a pas un cartel qui a été formé dans les derniers mois? Donc, on surveille, je dirais, à la blague, à la frontière, le fentanyl et les œufs de poule. J'allais vous poser comme question aujourd'hui, comment ça va? Avec toutes ces nouvelles-là, comment vous vous sentez? Je lis vos courriels avec beaucoup d'intérêt, des gens qui soulèvent des questions. Le Globe and Mail publie les résultats d'un sondage ce matin de la firme Nanos qui dit essentiellement que 2 tiers des Canadiens sont anxieux. 25 %, c'est le quart, qui disent, peut-être anticipé, là, un stress financier, perte d'emploi, coût de la vie plus élevé, l'hypothèque. On sait que beaucoup vivent d'une paye à l'autre. Alors, il y a ce sentiment général. Il y a aussi une montée, c'est un autre sondage qui le confirme, du nationalisme canadien. Et aussi le fait probablement que notre colère à l'endroit des Américains. On vise Trump, mais l'anti-américanisme s'est développé. Puis c'est peut-être pas demain la veille qu'on va se réconcilier avec les Américains. Ça semble assez profond, cette méfiance, cette colère, donc ce dégoût à l'endroit des Américains. Va être intéressant à suivre. Puis je veux vous parler aussi de ce qui circule beaucoup sur le web. Des auditeurs, des auditrices me parlent d'un individu qui s'appelle Malcolm Mance, qui est un gars qui a une carrière militaire dans le renseignement, qui est invité sur plusieurs tribunes, MSNBC, et qui a publié un texte qui circule beaucoup, qui dit que les coûts économiques de Trump ne visent qu'à affaiblir le Canada pour préparer une invasion militaire d'ici 6 à 18 mois, ce qui suivrait donc une forme de déstabilisation économique et politique. Il va très loin dans son propos, prétend que Trump va recruter des collabos au Canada pour établir un espèce de gouvernement de transition de pacotille, comme on a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, et que tout ça est un scénario qui est déjà donc en place. Puis là, les gens me disent, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, c'est pas que le gars n'est pas crédible, au contraire, il y a une feuille de route qui est impressionnante. Mais il est dans l'univers des hypothèses. Il ne sait pas. Il ne donne pas de source précise. C'est une analyse qu'il fait.
qu'il y a une volonté militaire, autant pour le Groenland, autant pour le Panama et pour le Canada. Et M. Trudeau, qui a résumé les échanges qu'il a eus avec Trump, a dit qu'il sentait que le fentanyl puis l'immigration, c'était de la frime puis du bluff. Puis il a raison. Véritable raison, pardon, c'est l'ensemble des ressources du Canada. Est-ce que ça peut vouloir dire traverser la frontière avec des chars d'assaut puis des opérations donc terrestres, aériennes contre le Canada? Je pense pas qu'on est là. Puis je comprends que ça peut stresser beaucoup de monde, mais il faut faire attention. Beaucoup de gens analysent, tirent des hypothèses, mais j'inviterais au calme dans les circonstances. Et il y a un autre volet qu'il ne faut pas négliger dans l'administration Trump. C'est tout le discours, par exemple, contre les changements climatiques. Hier, vous aviez son secrétaire à l'énergie qui vient de l'industrie, qui a fait un discours devant des gens de l'industrie pour leur dire, là, en gros, M. Trump, il aime le gaz naturel, il aime le pétrole. Drill, baby, drill, c'est un autre de ses mantras. Et on va mettre de côté tous ces projets d'énergie renouvelable qui coûtent cher, qui ne donnent pas de résultats. Il a dit une phrase que je veux vous rapporter ce matin, que les changements climatiques, ce sont les conséquences pour bâtir un monde moderne et un monde meilleur. Alors, voyez un peu la mentalité. Faites-vous pas charrier par les woke et les verts, et on va prendre en main notre économie puis nos ressources, puis oui, il y aura des tornades, puis oui, il y aura des changements, mais c'est pas si pire que ça. Et l'autre exemple, c'est une fonctionnaire de haut niveau au ministère de la Justice, département de la Justice aux États-Unis, qui dit qu'elle a été congédiée. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé de remettre un permis d'armes à l'acteur américain Mel Gibson, qui est un fan de Donald Trump. Il avait été condamné en 2011 pour une affaire de violence conjugale, et dans les modalités, il avait perdu le droit de posséder des armes à feu. Et ces dossiers-là reviennent dans la machine, et avec Trump, avec beaucoup plus de pression, et elle dit, moi, j'ai décidé de ne pas lui accorder son permis. Et là, évidemment, ça remonte assez haut dans la structure, et là, on a mis de la pression, et probablement qu'il va obtenir son fameux permis de port d'armes. On sait que Gibson est un gars assez controversé. Bref, elle dit qu'elle a été congédiée pour ça. Et puis, Elon Musk, ça s'est pas bien passé dans la journée d'hier. Le réseau X a planté. Musk a dit ça vient des Ukrainiens. Tu dis, OK, mais tu te bases sur quoi? Il n'y a pas vraiment de preuves. Mais il parle d'une attaque menée par les Ukrainiens contre X. Alors, il y a eu perte dans le réseau hier. Ça a planté. L'action de Tesla a perdu 15%. Sa fusée X a explosé, ses satellites sont l'objet de controverses, et lui-même devient quelqu'un qui attire peut-être un peu trop l'attention. Et on rapporte ce matin que des gens dans l'entourage de Trump trouvent qu'il commence à prendre beaucoup de place dans l'univers. Et vous avez les Polonais qui ont décidé de le prendre de front, notamment pour ce qui est de l'utilisation de Starlink par l'Ukraine. Vous avez le ministre qui a dit que Musk invente des choses et que finalement, il y a des solutions de remplacement qui existent pour ce qui est de son satellite. Elon Musk a répondu sur X, quand X fonctionne, « Calme-toi, petit homme », en parlant du ministre polonais des Affaires étrangères. Tu payes une minuscule fraction du coût et il n'y a pas de remplaçant pour Starlink. Parlons de rougeole. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de cas de recensés au Québec. Et puis, on nous dit que la vaccination contre la rougeole connaît un certain plafonnement, puis peut-être même à la baisse. Idéalement, pour la santé publique, 95% des jeunes devraient être vaccinés. C'est un des objectifs à atteindre. Il y a seulement une école secondaire du Québec sur 3 qui atteint 95%. La couverture vaccinale est en moyenne de 89%. Vous me direz, c'est quand même pas mal élevé, c'est vrai. Ça, c'est au primaire. Pour au secondaire, c'est 90%. Mais c'est une proportion qui baisse depuis la pandémie. Il y a un certain mouvement anti-vax ou des gens qui sont réticents à faire vacciner leurs enfants. Donc, il faut que la couverture soit plus large. Et je remarque dans la liste que Radio-Canada a obtenue, dans les écoles où la couverture vaccinale est vraiment inférieure, là on parle de dans certains cas de 2% seulement, 25%, 40%, 50%,
Donc, parmi les écoles secondaires, les 20 là, du Québec qui ont la plus faible couverture vaccinale, 14 sont situées à Montréal et une majorité d'entre elles sont des écoles privées, dont plusieurs à vocation religieuse, des écoles juives, entre autres, qui ont un niveau de vaccination très faible. Vous avez aussi l'école Félix-Antoine à Montréal, l'école Sainte-Famille du côté de Lévis. Et puis, hier, la santé publique nous a dit qu'il y a une personne atteinte de la rougeole qui se trouvait au Centre Bell lors d'un match du Canadien le 3 mars dernier. Et ça veut dire qu'on craint que d'autres personnes aient été contaminées par la rougeole. Et on est assez précis, on dit, si vous étiez à ce match, donc le 3 mars, dans les sections rouges 111 à 117, si vous avez travaillé aussi au Tim Hortons et au Pizza Pizza du Centre Bell, on vous demande de vous protéger, de vous isoler jusqu'au 17 mars, inclusivement. Parce que vous pourriez avoir été en contact avec cette personne et peut-être que vous allez d'abord développer des symptômes, puis en même temps aussi contaminer d'autres personnes. Je rappelle les symptômes, la fièvre qui est importante, une toux, un écoulement nasal, des yeux rouges, des rougeurs au visage et sur le corps, et il peut y avoir des complications. C'est sûr que les personnes âgées, les bébés, sont les plus vulnérables dans les circonstances. Ce qui m'amène à vous parler de Robert Kennedy, qui, vous le savez, est le secrétaire américain à la santé. Puis il y a des cas au Texas de rougeole. Et encore là, on est dans le double discours. M. Kennedy dit, oui, on va rendre les vaccins accessibles. Parce qu'il y a une pression quand il y a des éclosions de cette nature. Puis en même temps, il dit, ah, ça prouve que les gens ne sont pas en bonne santé, mauvaise alimentation, une forme physique déficiente. Alors, il dit, il faudrait qu'on fasse des recherches vraiment, là. Puis il met la science actuelle en doute, vraiment une recherche sur les vaccins. Est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Alors, il joue avec tout ça, et c'est lui qui est le boss de la santé du côté américain. Maintenant, une histoire assez spéciale. Des parents ont décidé de poursuivre l'enseignante de leur fille. On ne dira pas les noms, on ne dira pas quelle école. C'est dans le soleil de ce matin. Donc, leur fille a 15 ans. Elle fait un travail à l'école. Parfait. Travail d'équipe à l'automne 2022. Et elle fait ça avec sa meilleure amie. Le travail est remis à l'enseignante. Un mois plus tard, l'équipe de cette jeune fille, de cet ado de 15 ans, 2 autres personnes sont rencontrées. Il y a 4 élèves qui sont pointés du doigt et on pense qu'ils ont copié. On a une affaire de plagiat sur la table. Alors, discussion, personne ne veut admettre. À l'école, on prend ça très au sérieux. Le dossier monte à la direction. Et après plusieurs rencontres, ben, finalement, il n'y a pas d'entente, ce qui fait qu'on met la note de 0. La jeune fille dit « Je n'ai rien fait ». Elle se sent trahie par sa meilleure amie. Personne admet avoir enfreint les règles. Les 4 élèves sont punis de la même façon. Et là, les parents ont déposé une poursuite de 40 000 $. C'est pas des farces. 40 000 $ en disant que toute la situation avait causé du désarroi à la famille, que c'est une famille qui a des valeurs, voir si ma fille copie. Habituellement, elle a d'excellentes notes. La juge dans le dossier a conclu que finalement, l'école a agi avec diligence, avec respect, et qu'il n'y a rien qui prouve qu'elle a été victime de quoi que ce soit. Les parents exigent donc d'annuler la note, d'ordonner la correction et de faire en sorte qu'il y ait un enseignant d'un autre centre de service scolaire qui se penche là-dessus. Ben, ils ont perdu. La Cour a dit non. Puis il n'y aura pas de dédommagement, puis il n'y aura pas de montant d'alloué. Je précise que la note représente 1,5 % de la note finale. 1,5 %. Faire tout ça, plutôt que de dire à sa fille, je sais, il y a des parents qui ne seront pas d'accord, écoute, tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait. Puis dans la vie, il y a des injustices parfois. Est-ce que ça vaut toutes ces démarches devant les tribunaux pour essayer d'obtenir gain de cause? Là, on ne parle pas d'une injustice effrayante, là. On parle d'une note de 1,5 %. Puis, fouillez dans vos souvenirs, là, ça a dû arriver des profs qui vous disent « t'as copié, puis c'est pas vrai », puis d'autres fois « t'as copié, puis tu t'es pas fait prendre », mais bon. On a tous vécu ça.
Mais cette espèce de réflexe, là, mon enfant ne sera pas étiqueté comme une copieuse, disons que c'est assez fort. Il y a un sondage aussi qui est rapporté dans Le Devoir ce matin, une majorité de profs qui est en faveur de l'interdiction complète du cellulaire partout dans les écoles. Québec qui crée un comité pour débusquer, repérer les influences religieuses au sein des institutions, 5 ans après la loi sur la laïcité. Le procès de Gilbert Rozon, qui est suspendu, la Cour d'appel va regarder les demandes formulées par les avocats de Rozon sur les questions à poser aux victimes, donc qui font partie du recours collectif, puis aux autres femmes qui ont témoigné pour des faits similaires. Alors, jusqu'où on peut aller dans les questions? Est-ce que le procès va être retardé? Est-ce que ça va reprendre rapidement? On va le savoir d'ici les prochains jours. Un sondage de la Banque Royale qui nous dit que près de 3 Québécois sur 5 ont été visés par une tentative de fraude personnalisée. Et ça, c'est au moment où les fraudes bancaires sont devenues de plus en plus sophistiquées. Je regardais le sondage, je me disais, j'ai l'impression que je reçois des courriels, des textos frauduleux qui essaient de me piéger pour me voler pratiquement tous les jours, si ce n'est que plusieurs fois par jour. Là, il y a le phénomène des fraudes grands-parents dont on a parlé beaucoup, on change la voix, on fait croire à une personne âgée qu'on est le petit-fils, qu'on est dans le trouble, qu'on a besoin d'argent, puis on a besoin de transactions, puis bon, il y a eu ces cas, on a arrêté des gens ici avec des victimes qui se trouvent aux États-Unis. Mais je profite de cela pour vous inviter encore une fois à la vigilance. Parce que il y a des trucs tout croche, là, ça tient même pas la route. Tu es propriétaire de ta maison, puis on dit que tu n'as pas payé ton loyer. Bon, il y a des niaiseries comme ça. Mais il y a quand même des messages qui sont un peu plus astucieux. Les fraudeurs ont pris le temps de faire quelque chose qui se rapproche peut-être de la réalité. Le pape François va quand même un peu mieux, mais il n'est pas sorti de l'hôpital. Il va rester là encore quelques jours. Et puis, entre-temps, rumeur, il a convoqué les cardinaux, un peu comme l'avait fait son prédécesseur. Est-ce qu'il va démissionner? Il a murmuré qu'il n'est pas rendu là dans sa réflexion. Il a 88 ans, il est malade. Et déjà, on s'active en coulisses derrière les tentures lourdes du Vatican. La presse nous propose ce matin certains candidats, des gens qui pourraient devenir pape, peut-être au terme du conclave. Mais c'est sûr qu'à Rome, on se prépare pour une transition. Et puis, je termine par une bonne nouvelle. La semaine dernière, je vous ai raconté qu'en France, on vit des expériences pour essayer de sortir les enfants de l'environnement de la classe, d'être toujours à l'intérieur, d'être assis, puis d'écouter ce que le prof a à raconter. Et puis, ils ont créé des classes extérieures. Beau temps, mauvais temps, été comme hiver. Il y a une journée par semaine où on amène les enfants dehors, puis ils s'habillent plus chaudement, ils se mettent un imperméable, puis ils apprennent à vivre en nature et pas toujours à être à l'intérieur de l'école. Et les profs français disaient, ouais, mais l'enjeu, ce sont les parents qui ont tellement peur que le chérubin attrape le rhume, qu'il y a un pédophile caché dans le bois, que beaucoup s'opposent. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui m'ont écrit pour me dire qu'au Québec, on retrouve ce genre d'expérience. Une auditrice qui me dit qu'à l'école Alpha à Rosemère, depuis quelques années, il y a une classe extérieure qui a été aménagée pour que tous les élèves puissent avoir une période d'apprentissage à l'extérieur. Ça dépend des profs, mais elle me dit que c'est assez fréquenté. Beau temps, mauvais temps. Il y a aussi une expérience au collège Mont-Saint-Louis, un grand projet en 3 phases qui se nomme Nourrir l'espoir. On a créé 3 espaces extérieurs pour justement permettre d'avoir des cours à l'extérieur, d'apprivoiser l'environnement. Puis c'est aussi des installations qui sont accessibles à la communauté. Important de souligner les choses positives dans le réseau de l'éducation. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour une autre revue de presse. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.